Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui carrément 2 femmes brillantes, Myrtille Mousson et Charlotte Van Broek, les créatrices du nouveau salon Timeless Jewel. Votre premier coup de cœur joaillier. Qui répond ? Charlotte ? Un très beau Toi et moi, diamant rubis. Il se trouve qu'il était bien né puisqu'il était de la maison Van Cleef & Arpels, ça je l'ai su bien après. Et c'est vrai que j'ai en mémoire parfaitement la couleur de ce rubis. Et c'est un peu comme un exemple qui ne me quitte pas sur le rubis idéal. J'avais 20 ans, voilà, je ne l'ai pas oublié. Alors moi j'avais 12 ans, ce n'était pas une bague extraordinaire, mais c'était juste ma première bague. Voilà, j'habitais à l'époque à Brazzaville en Afrique avec mes parents et ma mère a demandé à ma tante de ramener pour Noël cette bague qu'elle lui avait commandée. Et donc ça a été ma première bague, un or jaune toute fine et un tout petit saphir au milieu. Et voilà, ça a été pour moi ma première bague, mon premier contact avec la joaillerie. Et est-ce que ce premier émoi joaillier a décidé de votre avenir ? Alors pour ma part, pas du tout, parce que j'avais 12 ans. J'avais encore beaucoup de choses à vivre, mon collège, mon lycée, mes études. Je suis passée par Moscou entre-temps. Et puis finalement, je me suis orientée vers la communication d'entreprise, la publicité. Et j'ai travaillé dans le groupe TBWA pendant quelques années. Ensuite, j'ai fait une reconversion en audiovisuel. J'ai fait une formation à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Je rêvais d'être script ou assistante réalisatrice, assistante caméraman. Voilà, ce métier m'attirait énormément. J'ai trouvé une agence d'audiovisuel qui m'a prise pour 2 ans, le temps d'un documentaire sur une danseuse étoile. Ensuite, ça a été la rencontre avec mon mari et la demande en mariage. Et c'est là qu'il y a eu le déclic. Donc, c'est quand même pas mal d'années après. C'était quoi ce déclic ? C'était la non-bague. C'est-à-dire qu'il a fait sa demande sans bague. Et donc, je pense qu'il a improvisé sa demande, il ne l'a pas préparée parce que sinon il y aurait eu la bague. Mais il s'est dit que pour son anniversaire, c'était quand même un beau moment pour me demander en mariage devant tous ses amis proches, pour être tous témoins. Voilà. Et donc, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour la bague, que bien évidemment, j'allais m'en occuper. Et c'est là que j'ai découvert tout l'univers de la joaillerie, donc Place Vendôme, les marchands de diamants, les bijoux anciens. Voilà, j'ai fait le tour de vraiment tout le monde et j'ai découvert toute la diversité qu'il pouvait y avoir en joaillerie. Et toi, Charlotte, alors ? Eh bien moi, je dirais que j'étais pas particulièrement prédisposée à aller vers le bijou, si ce n'est que j'avais 2 grands-mères qui étaient élégantes et qui aimaient beaucoup les bijoux, dont une, mes grands-mères, qui portait toujours un très joli collier de perles et une très jolie broche. Je pense que le regard d'enfant déjà aimait les bijoux, ce qui brillait. Et puis après, j'ai fait des études à l'école du Louvre. Mais comme c'était peut-être pas assez dynamique pour mon tempérament, j'ai eu envie tout de suite d'aller voir un peu du côté des antiquaires. Et j'ai travaillé carré rive gauche chez une antiquaire qui avait pour particularité de présenter de l'argenterie 18e, donc ce qui est assez pointu, et puis des pièces de haute joaillerie avec des signatures prestigieuses comme Suzanne Belperron, René Boivin,
Boucheron, Van Cleef. Enfin, c'était vraiment une chance de démarrer dans un contexte aussi prestigieux. Et son époux était marchand de pierre rue Lafayette. Donc ce qui présageait quand même quelque chose de sympathique. Et alors, après ces études, parce que moi, quand je vous ai rencontré, c'était à l'occasion du salon Mes Créateurs Joailliers. Alors, il s'est passé quoi? Alors, depuis la demande en mariage, il y a eu la recherche de cette fameuse bague. Finalement, ce fut une bague d'une vente aux enchères. Elle n'est pas arrivée tout de suite, la bague, donc j'ai eu le temps de voir un petit peu et de réfléchir. Je me suis dit que c'était quand même sympa, les ventes aux enchères, et j'ai commencé à acheter et à vendre à la maison des bijoux. Par la suite, je me suis dit les pierres de couleur, c'était quand même pas évident de les acheter. Autant les diamants, c'est assez calibré. Pierres de couleur, c'est moins évident. Donc, j'ai fait la formation de gémologie à l'ING, que je crois que Charlotte a faite aussi, mais elle nous confirmera ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai décidé d'aller voir dans les ateliers la fabrication. Alors, ça me paraissait beaucoup trop minutieux pour moi, c'était pas fait pour moi. Et ensuite, un créateur joaillier m'a dit « Mais Myrtille, on n'a plus de salon pour nous. Peut-être tu peux y remédier. » Et je me dis, voilà, ça c'est une bonne idée qui me correspond. Parce que la publicité, la communication, l'organisation, tout ça, voilà, ça correspond à mon caractère. Et donc j'ai mis 2 ans à cogiter ce projet dans ma tête avant qu'il soit carré, bien clair, et pouvoir me lancer. Trouver les fournisseurs qu'il faut, le lieu, et bien sûr les créateurs joailliers assez nombreux pour faire vivre le salon. Et toi, Charlotte, je sais que tu es expert, tu es aussi la créatrice du blog Esprit Joaillerie que tout le monde connaît. Et donc, jusqu'à ce salon de 2014, il se passe quoi? Plein de choses, forcément. Donc, j'ai collaboré chez Saint-Antiquaire Carrière Rive Gauche. Et c'est vrai que j'ignorais qu'il existait une école qui était tournée sur les pierres, donc sur la gémologie. Donc, c'est grâce à l'époux de cette personne que j'ai su qu'il existait l'ING. Et ça a été une révélation, vraiment. C'était fait en plusieurs étapes, mais vraiment. Je me souviens de la première fois où j'ai pris la loupe et j'ai appris ce que c'était qu'une inclusion. C'est-à-dire qu'une partie infime de la pierre, très petite, peut déterminer d'une provenance, d'une période. C'était juste fabuleux. C'était une découverte, un autre monde. Et en plus de ça, c'était la période de l'ING où Antoine Chary donc, dirigeait l'école. C'était un spécialiste de l'émeraude, donc c'est vrai que ça donnait une dimension encore plus forte. J'aime beaucoup les pierres de couleur. Voilà, faut le préciser aussi peut-être. Donc c'était une période assez extraordinaire puisqu'à l'ING, les classes sont fantastiques, on est une dizaine de personnes. Et ça a été pour moi la possibilité de rencontrer de futurs grands marchands et experts. Et comme c'est un tout petit milieu, les gens se connaissent très très bien. Et ça m'a permis de rentrer dans une autre maison qui est prestigieuse, qui est la maison Miller. Et j'y suis restée un certain nombre d'années pour expertiser des bijoux, les acheter, les vendre. Et après, l'oiseau s'est envolé, je dirais, et j'ai monté ma propre société, Patrimoine Joaillerie, qui permet d'acheter, de vendre également les bijoux. Et puis, comme j'avais besoin de mettre en avant tout ce que j'avais pu rencontrer sur mon parcours, j'ai créé effectivement Esprit Joaillerie, et ça a été encore une autre dynamique. Et alors, votre première rencontre, Myrtille, tu t'en souviens? Alors, je sais qu'elle a eu lieu en 2014 pour la première édition de Mes Créateurs Joailliers, mais je ne m'en souviens pas, parce que moi, c'était ma première édition, je faisais ça toute seule, un stress pas possible. J'étais toute seule face à plusieurs journalistes, blogueuses que je n'avais jamais vues, donc j'avais plusieurs visages en face de moi. Eux n'en avaient qu'un, le mien. Donc je pense que Charlotte a plus de souvenirs que moi. Moi, je m'en souviens très très bien, et c'était donc à l'occasion d'une interview pour Esprit Joaillerie. Et je voulais absolument découvrir la femme qui se cachait derrière l'organisation de cet événement, qui avait réussi à fédérer ces créateurs joailliers. Et je me souviens donc être arrivée dans un endroit très lumineux avec des tableaux d'artistes. Et je cherchais des pierres, je cherchais un lien. Et puis c'est vrai qu'elle s'est présentée, c'était formidable. Et puis tout d'un coup, elle m'a montré ses bébés, elle a ouvert une boîte de pierres et il y avait sa collection de gemmes. Et c'était très chouette. À l'occasion de cette première rencontre, est-ce que vous êtes dit, on va faire quelque chose ensemble? Non, pas à cette première rencontre. Non. Moi, je lançais mon salon.
Charlotte s'était lancée peu de temps auparavant. On avait chacune Ouais. nos bébés à développer. Non, ouais. C'était pas du tout... Non, je dirais que c'était une admiration peut-être inconsciente et réciproque sur deux personnes qui mènent aussi bien que possible des projets. Parce que c'est ça, un projet, souvent les gens regardent avec le résultat, mais ne pensent pas aux étapes. Et je pense que c'est ça. On n'y a pas pensé tout de suite, ça c'est sûr. Mais... Oui, il y a eu admiration et suivi d'une belle amitié qui s'est développée au fur et à mesure des éditions de Mes créateurs joailliers. Alors, moi, je me souviens que sur le salon, alors par contre, je me souviens plus la date, 2016-2017, sur ton salon Myrtille, c'était déjà Charlotte qui avait amené du bijou ancien, puisque elle avait proposé des bijoux de Jean Vendôme. Et donc, quelque part, c'était la première introduction du bijou ancien au milieu des créateurs. Exactement, c'était 2017, donc c'était la dernière édition. Donc on s'est rencontrés à la première édition et on a collaboré à la dernière édition de Mes créateurs joailliers, donc 2017. Effectivement, Charlotte a organisé une exposition de Jean Vendôme. C'était pour moi important puisque c'est l'année où est décédé Jean Vendôme. Et c'est vrai que c'était une façon quelque part de lui faire un hommage et de montrer au plus grand nombre les œuvres de Jean Vendôme qui sont juste exceptionnelles par leur sensibilité et l'esprit novateur qu'il a pu à chaque fois mettre dans ses créations. C'était un beau moment, un très beau moment. Donc, c'était la première fois que vous collaboriez, c'était la première fois que vous faisiez quelque chose ensemble, c'était aussi la première fois qu'il y avait cette intrusion du bijou ancien dans le bijou actuel. Mais alors, c'est quand vous vous êtes dit, ben voilà, ça y est, on va faire quelque chose ensemble avec les deux parties. Encore quelques années plus tard. Parce que comme c'est la dernière édition, j'avais décidé d'arrêter le salon pour plusieurs raisons personnelles. Et c'est vrai que je voulais plus en entendre parler tellement ça avait été épuisant pour moi et lourd surtout. J'étais toute seule. Charlotte a eu de cesse de me rappeler que le salon était super, que c'était bien, qu'il fallait reprendre tout ça. J'ai quand même mis on va dire 2 bonnes années avant de me dire, avant d'accepter d'y repenser. Quand je me suis sentie le courage de repartir dans l'aventure, je me suis dit, plus jamais comme avant, plus jamais toute seule. Et donc, comme Charlotte me tannait depuis pas mal de temps, je me suis dit, c'est avec elle qu'il faut que j'y aille. Et donc, un jour, je me réveille, je dis, aujourd'hui, j'ai pris ma décision. J'ai pris le téléphone, je lui dis, Charlotte, je repars. Elle a fait oui. Et je lui dis, mais avec toi. Elle a fait oui. C'est tout à fait Voilà. ça. C'est pas ça, un petit coup de fil. Elle m'a dit, ça va? Bon, ben voilà, je suis d'accord pour repartir. On y va. Je suis d'accord. Ah ouais, c'était assez comme les choses qui semblent évidentes. Et c'est comme ça que ça doit se faire finalement. Les beaux projets, ça doit couler, ça doit être fluide. C'est jamais simple, mais ça doit être fluide, ça doit sembler évident. C'est certain. Alors, du coup, ça fait combien de temps? Parce que bon, nous, on voit juste le résultat final, effectivement, mais tu me dis qu'il y a eu plusieurs années de réflexion. Alors, donc, finalement, combien de temps ça a mis là à organiser? Oui, mais alors on s'y est mis dès le lendemain, parce que c'est novembre 2020. Donc dès le lendemain, on était au charbon. Création de la société, nom de la société, logo, les URL pour les sites internet, enfin voilà, on s'y est mis très vite et vraiment on a beaucoup travaillé. Ouais, avec comme atout quand même de l'une et l'autre de très bien connaître le milieu du bijou, aussi bien l'ancien que les créateurs. Donc c'est sûr que c'est quand même une vision, on va dire, plus accessible que quelqu'un qui voudrait tout de suite, comme ça, sans connaître les joailliers, démarrer un salon. Et c'est vrai qu'on le prend aussi un peu comme une cause. On a envie de défendre le bijou, on a envie de défendre la création, le marchand qui a sélectionné des bijoux des pièces 19e ou au contraire des pièces des années 60. C'est pas par hasard, c'est jamais par hasard. Mais c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui fait la beauté aussi du bijou, qui est quand même une œuvre humaine. C'est vrai que pour cette nouvelle aventure, pour que les choses soient claires pour nos auditeurs, donc on garde les créateurs joailliers, qui est ma partie, ce que je connais, et on rajoute les marchands de bijoux anciens avec Charlotte pour faire ce nouveau salon qui s'appelle Timeless Jewels, donc pour novembre 2021. Et avec Charlotte, c'est vrai qu'on est très complémentaires. On est complémentaires sur ça, mais on fait sur plein d'autres choses aussi. Et ça fonctionne très bien. Alors, justement, qui fait quoi?
On n'a pas, si peut-être au démarrage, mais finalement, il y a une très bonne énergie, effectivement. On n'a pas de rôle déterminé. Même si je dois reconnaître, Myrtille est fabuleuse avec les tableaux Excel. Un truc maîtrise totale. Là où moi, c'est vrai que ça m'angoisse. J'ai un esprit, j'aime pas être forcément comme ça, mais dans un cadre. Et en fait, elle a raison, c'est efficacité assurée. Mais du coup, on est très complémentaires. Vraiment. Mais il y a plein d'autres aspects, bien entendu. Alors, ce qu'on peut dire sur les grands thèmes, moi, je vais plutôt gérer l'organisation technique du salon, la partie commercialisation créateur joaillier. Charlotte va plutôt s'occuper pour la commercialisation des marchands de bijoux anciens. Elle s'occupe des partenariats. Et après, dans les choses plus petites, ça se fait au fur et à mesure. Ça se fait naturellement. On ne se dit pas, tu prends, je prends. Non, en fait, ça se fait naturellement, sans qu'on ait besoin. Et de toute façon, on s'appelle tous les jours, je ne sais combien de fois. On demande l'avis, je fais comme ci, je fais comme ça te va. Et en fait, c'est hyper fluide. Je crois que mon mari va finir par être jaloux de Charlotte. Comment je l'ai au téléphone. Alors, dernière innovation, vous ouvrez aussi aux montres. Oui, on aimerait faire exactement la même chose qu'avec les bijoux, donc Timeless Jewels, avec les montres, Timeless Watches. Alors, pas cette année, parce qu'on est quand même que 2, même si on a doublé l'effectif. On reste que 2, et tout ça est déjà bien lourd. Donc, effectivement, les montres arriveront par la suite. Sur l'idée donc de Myrtille, qui souhaitait effectivement faire quelque chose sur les montres, ce qui est une bonne idée puisque la montre est en elle-même en soi un bijou. Et c'est vrai qu'on souhaiterait explorer une facette qui n'a pas encore été suffisamment développée des montres. Mais il y a beaucoup de belles choses à présenter sur les montres, c'est certain. C'est vrai que tu aimes beaucoup les montres de femmes, avec des pierres dures. Exactement. Et donc, c'est vrai que souvent, c'est un milieu très masculin. C'est vrai. C'est-à-dire que, bon, alors, on va développer un petit peu plus. C'est vrai que le milieu des montres est le pendant du bijou pour les femmes. Voilà, on va présenter ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une démarche beaucoup plus mécanique qu'on peut aussi assimiler à de belles cylindrées, de beaux moteurs de voitures de sport, ce qui est tout à fait légitime et qui va assez bien aux montres à complications, à toutes ces marques comme Rolex, Patek et d'autres. Et c'est vrai que ce que j'aimerais mettre un petit peu plus en avant, ce sont les créateurs qui ont utilisé des pierres dures, comme souvent dans les années 60, et comme, pour ne pas le citer, Andrew Grima, qui a fait des montres. Moi, je suis en totale admiration, où le verre de montre, qui souvent est un saphir synthétique, se trouve être une tourmaline ou parfois même exceptionnellement de l'émeraude, de l'aigle marine. Enfin, c'est une œuvre d'art, vraiment, comme si la montre avait été sculptée. On s'écarte bien sûr de la mécanique horlogère, même si les mouvements, pour la plupart, ont été faits par de bons horlogers comme Omega, entre autres. Mais c'est vrai qu'on est plus sur le bijou. Alors, ces montres, ça va être des montres anciennes ou des montres nouvelles? Parce que je sais qu'à Besançon, il y a beaucoup de nouveaux créateurs qui sont très bien, que j'aime beaucoup. Et donc, eux aussi sont jeunes et créateurs et aussi, faudrait les aider. Tout à fait. Mais les deux, le même concept. Même si dans les montres, je pense qu'on aura naturellement peut-être plus d'anciens, de marchands de montres, que de jeunes créateurs. Mais bon, tout est possible. Voilà, tout est possible. Donc, si on reprend les dates, le salon, c'est... Alors, le salon, là, c'est plus précis. C'est du 26 au 29 novembre 2021. 4 places Saint-Germain-des-Prés, à Paris, dans le 6e arrondissement, dans ce magnifique hôtel particulier. Alors là, je vais dire le nom en entier, Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Par rapport à ce salon, un sentiment, une anecdote, quelque chose qui vous touche? Alors, pas une anecdote, mais plus effectivement une émotion. Et c'est vrai que les créateurs joailliers sont extrêmement touchants. Je parle pour moi parce que comme les marchands, je ne les connais pas encore bien, c'est Charlotte. Mais les créateurs joailliers, je les trouve extrêmement touchants. Quand j'ai démarré, quand j'en appelais un pour le démarcher,
ils étaient tous très motivés et ils me disaient « Mais Myrtille, as-tu pensé à un tel ? Attends, je vais appeler ma copine qui fait aussi des bijoux. » Il y avait vraiment une dynamique qui était vraiment formidable. Et là, quand je les ai rappelés pour leur dire « Je repars avec Charlotte en plus », parce qu'ils la connaissent forcément, j'ai retrouvé cette dynamique, cette joie de repartir dans une aventure. Et ça fait chaud au cœur, c'est touchant. Donc, c'est pas une anecdote, mais c'est vraiment une émotion que je voulais partager. Moi, il y en a eu 2. Effectivement, c'était la réactivité dès qu'on a annoncé, donc on allait lancer ce salon toutes les 2. On a eu tout de suite, moi tout de suite, c'est vrai, j'en fais partie. Je veux y être. Et c'est vrai que c'est chouette, parce que le contexte, on le connaît tous, et c'était pas évident. Mais c'était vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Il y a eu celui-ci, puis un autre qui est aujourd'hui, où on a reçu une créatrice qui nous a présenté ses bijoux de toute beauté, avec beaucoup d'émotion. Et elle l'a jamais exposé. Et pour elle, c'était important de nous rencontrer, de voir comment allait s'organiser le salon, le lieu. Et il y avait beaucoup d'humanité. Donc c'était très chouette. Alors, ce salon, vous l'avez dit, c'est une manière de mettre en lumière la joaillerie française, c'est une manière de célébrer tous ces artisans qui ont de l'or dans les mains. Et je sais que vous avez aussi organisé à l'intérieur du salon plusieurs choses. Donc, je crois qu'il y a un prix. Vous nous en parlez ? Alors, effectivement, lors de mes créateurs joailliers, j'ai organisé pendant 2 éditions un concours de joaillerie pour les exposants. Donc, le premier thème avait été sur le voyage, le deuxième sur les 4 saisons. Donc, c'est vrai que c'était un moment très agréable pour tout le monde. Les créateurs joailliers ont beaucoup aimé réfléchir sur un thème et créer un bijou. Donc, j'ai pensé que c'était bien de continuer cette idée de concours. Et avec Charlotte, on a voulu le personnaliser et lui donner un nom cette fois, chose que je n'avais pas fait par le passé. Donc, notre concours va s'appeler le prix L'Alchimiste. Donc, pour l'instant, il est réservé aux exposants du salon. Le thème de cette première édition, c'est hors du temps, hors du temps, pour bien faire comprendre aux gens qu'on est vraiment dans l'intemporel, bijoux anciens, bijoux créateurs. Le nom du salon, Timeless Jewels, bijoux intemporels. Ce concours qui démarre pour les exposants du salon a, on l'espère, vocation à devenir à terme national et que ce soit un concours vraiment pour tout le monde. C'est ça. On l'imagine un peu comme un prix littéraire qui s'adresse à tous, au plus grand nombre, aux lecteurs assidus comme à ceux qui achètent 1 ou 2 livres comme ça par curiosité. C'est ça l'idée, puisque, encore une fois, nous sommes en France. La France, c'est la place Vendôme, c'est toute l'histoire de la joaillerie française, tout ce qu'il y a de plus beau. Et il n'y a pas, à l'heure actuelle, de prix qui reconnaît, qui remercie ses créateurs, qui légitime les marchands de bijoux anciens pour leur savoir, leur connaissance. Et c'est aussi la façon de faire profiter aux futures générations tout ce qui est connaissance humaine sur le bijou. Et donc, pour ce concours, vous avez rassemblé beaucoup de gens très connus du bijou, un très beau jury quand même. On est très fiers de notre jury, c'est vrai. On est très fiers de nos exposants. Et encore une fois, c'est aussi un beau moment puisqu'ils ont accepté tout de suite, tous. Nous en avons parlé tout d'abord à Brigitte Perry-Evenot, qui est une amie et qui était absolument enthousiasmée par l'idée et qui a tenu à nous accompagner activement et donc à constituer avec nous le jury. Pour le rappeler, Brigitte Perry-Evenot a dirigé pendant de longues années l'atelier Perry, qui a collaboré donc avec les plus grandes maisons de la place Vendôme, entre autres, puisqu'elle a travaillé avec Van Cleef & Arpels, Boucheron, Harry Winston, Bulgari et d'autres, donc en proposant des bijoux absolument fabuleux. Nous avons la chance aussi d'avoir Lydia Courteil, qui est une créatrice qu'on ne présente plus, qui a une imagination absolument fantastique et beaucoup d'humour. Donc, la première que vous avez mis dans la confidence, c'est Brigitte Evenot. Ensuite, il y a eu Lydia Courteil. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'amoureux du bijou et on les retrouve sur Instagram. Tout à fait. Alors, l'Instagram, c'est Prix l'Alchimiste, @Prix l'Alchimiste. Nous sommes actuellement à 11 membres du jury. Il est possible qu'il arrive encore 1 ou 2 personnes, mais pour l'instant, nous sommes à 11.
Donc on a voulu avoir un panel de membres du jury très large. Donc on a d'abord choisi des hommes et des femmes de l'art, donc des fabricants, des sertisseurs, des marchands de pierres, des créateurs, des marchands de bijoux anciens. Donc Brigitte Perrier-Venot la première, on a Lydia Courteil qui a aussi cité Charlotte, Dominique Tissier, nous avons aussi Nathalie Muller, Alain Kimmerlé, Emmanuel Piat, Éric Landau, Laurent Couder. Et ensuite, on a aussi des amoureux des arts joailliers qui ne fabriquent pas de leurs mains, mais qui soit parlent, soit aiment, soit... Voilà, mais des amoureux des arts joailliers comme Fabienne Rebaud, Paul Paradis et Karl Petit. Vous pourrez découvrir tout leur parcours à chacun parce que je ne vais pas les prendre un par un pour vous dire qui ils sont, mais voilà, tout est inscrit sur l'Instagram @Prix l'Alchimiste. Oui, il y a aussi, j'ai vu Violaine Dastor et Caterina Pérez. Alors, la dernière question, une question gimmick, une question que je pose à tout le monde. Si demain, il y avait une jeune femme comme ça qui voulait, comme vous, créer son salon joaillier, qu'est-ce que vous lui diriez? Quel conseil vous lui donneriez? Le premier conseil, c'est avoir du temps. C'est-à-dire que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Comme vous avez pu comprendre, moi, ça a pris plusieurs années avant de trouver exactement ce que je voulais. Après, il faut aussi de l'expérience. Ça prend plusieurs années. Donc, effectivement, c'est savoir exactement ce qu'on veut, faire les bonnes formations, aller au-devant des bonnes personnes. Et si on veut se lancer, être à son compte, c'est avoir son projet bien précis dans sa tête avant de se lancer. Oui, non, je suis d'accord avec Myrtille. Si ce n'est que j'ajoute quand même de la passion, vraiment, fondamentalement, pour aller jusqu'au bout de la réalisation de ce qu'on souhaite, il faut être passionné. Et effectivement, l'expérience. Savoir où on met les pieds, avec qui on travaille et pourquoi on le fait. Mais après, c'est magique. C'est une belle histoire. Une très belle histoire. C'est effectivement une très belle histoire. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Myrtille, merci beaucoup Charlotte. Au 26 sur le salon. Merci à toi, Anne. Merci, Anne. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Myrtille Mousson et Charlotte Van Broek sur les réseaux sociaux d'Il était une fois les bijoux. Et de nous retrouver lors de ce salon, le 26 novembre à la Maison de l'Industrie. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche en alternant sur un de mes 3 podcasts. Dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast Le bijou comme un bisou pour découvrir un bijou oublié, la chaîne d'huissier. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou YouTube, encouragez-moi en mettant des commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de créer votre podcast luxe joaillerie ou d'hoster votre maison dans mes podcasts natifs, contactez-moi. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain. Et en attendant, soyez brillants.